Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Cercle de presse. Ce matin, on va parler de culture. On n'a pas souvent l'occasion, justement, d'en parler. Et puis, la Société de l'Ordre du Bleuet, ben, c'est tout approprié, hein, justement, pour jaser de culture ce matin. Donc, nos deux invités, M. Michel Bonneau, qui est président de la Société de l'Ordre du Bleuet, et Mme Christiane Laforge, qui est présidente, elle, du comité de candidature de la Société de l'Ordre du Bleuet, parce que ce matin, ils vont nous dévoiler justement qui sont les 10 lauréats et lauréates pour 2014. C'est la 5e cuvée, je pense, hein, cette année déjà. C'est le 5e gala, en effet, oui. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec une présentation, puis ensuite, on entamera la discussion. Allez-y, la parole est à vous. Merci. Alors, merci de nous accueillir ce matin. La Société de l'Ordre du Bleuet, vous en avez entendu parler un petit peu au cours des ans. C'est donc, comme on dit, le 5e gala annuel, notre gala anniversaire, qui aura lieu le 7 juin prochain à la salle Pierrette-Godreau du Mont-Jacob, en alternance, selon un principe qu'on a mis au point il y a 2 ans. Saguenay une année, Lac-Saint-Jean l'autre année. Nous étions à Alma l'an prochain. Et nous serons Roberval l'an passé et nous serons Roberval l'an prochain. Parfait. Alors voilà, à l'Ordre du Bleuet, il faut admettre que notre mission, c'est de reconnaître l'excellence, la qualité de la créativité des gens de la région. Notre région est riche en créateurs, notre région est riche en développeurs culturels, si je peux employer l'expression, Et je regardais ce matin les statistiques du ministère de la Culture et on se rend compte qu'à plusieurs égards, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est très riche et très prolifique en matière de culture et de création. L'Ordre du Bleuet, donc, a été créé pour rendre hommage à ces gens qui ont marqué la région au plan culturel, soit ici, soit ailleurs. Et on en reconnaît aussi à titre posthume à chaque année. Alors, je vais demander à Christiane de vous expliquer très sommairement le processus de sélection et de vous dévoiler les lauréats, ce que vous attendez. On va juste déplacer le micro pour bien vous entendre. Bonjour. Le comité des candidatures, c'est à la fois le comité qui a la tâche la plus longue, parce qu'il faut recevoir les dossiers, les analyser, les valider et les évaluer les uns par rapport aux autres. Mais je dis aussi que c'est le comité qui a le plus grand bonheur, parce que voilà 5 ans que je préside le comité des candidatures, et je peux vous dire que lorsqu'on communique avec les gens qui vont être nommés l'année suivante, il y a toujours une réaction de grande émotivité et il y a toujours un bonheur. Et la première phrase que la plupart nous ont toujours dit, être reconnu dans sa région. Ça c'est quelque chose qui les touche particulièrement. Le comité des candidatures, il fonctionne avec 4 personnes, un comité permanent qui reçoit les dossiers soumis, qui peut aussi mettre des gens en candidature qui ne le seraient pas autrement. On pense par exemple aux posthumes, parce qu'on rend hommage aussi à des gens à titre posthume. Et le comité des candidatures, une fois que cela est fait, réunit un jury composé de 11 à 12 personnes que je préside et qui fait une analyse de chaque candidat par rapport à lui-même d'abord. C'est-à-dire, telle personne se présente. Je vais prendre par exemple un candidat qui a été nommé l'année dernière, mettons Michel Côté. On évalue Michel Côté en disant, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui répond à nos critères? Nos critères, c'est l'excellence. C'est aussi le rayonnement, pour ceux qui sont à l'extérieur, le rayonnement hors de la région, un peu à titre d'ambassadeur, mais de grande qualité. Et c'est surtout l'impact que ça a sur le développement culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça inclut aussi des défenseurs du patrimoine, ça inclut aussi des fondateurs d'écoles ou d'orchestres. Donc, toute personne qui a œuvré, mais de façon exceptionnelle, à développer et à enrichir notre vie culturelle et artistique est éligible. Et le mot « exception » est très important. Donc, il ne s'agit pas seulement de couronner quelqu'un qui est très connu. C'est pas un concours de popularité, c'est pas parce que les journaux en ont parlé plus que d'autres qu'ils vont être choisis. C'est l'action
et ce que la personne est qui va faire qu'on va évaluer qu'elle répond à nos critères. Cela fait, le jury, une fois qu'il a établi que telle et telle personne, par exemple Michel Côté, par exemple Jean-François Lapointe, par exemple Sébastien Pilote, correspond à ces critères, il leur donne une cote et ceux qui ont parmi la cote la plus haute, il les classe par catégorie A, B, C, D. Tous les A sont demi-finalistes. Et c'est à ce moment-là, il y a une nouvelle évaluation qui est faite. Et là, c'est sous forme de pointage et c'est les candidats les uns par rapport aux autres selon les catégories. Donc, catégorie posthume, catégorie régionaux et catégorie diaspora, ceux qui œuvrent à l'extérieur, mais qui ont vécu longtemps dans la région ou qui y sont nés. Et, juste un petit mot pour rajouter que même les gens du conseil d'administration que je préside ne connaissent pas les 11-12 personnes qui font l'analyse des dossiers. C'est très, très objectif et très neutre. Oui, le jury travaille anonymement, bénévolement, et même entre eux, ils ne se connaissent pas. Ils peuvent se connaître s'ils le voulaient parce qu'on est transparent à l'intérieur de quand même un côté anonyme. Pourquoi? Pour éviter les pressions, pour éviter quoi que ce soit. Et chaque membre du jury travaille individuellement, il travaille seul. Donc, il n'y a personne qui peut l'influencer. Ils ont tous les documents requis et ils font leur propre analyse en solitaire. Et parfois, il y a 2 analyses et parfois une 3e, dépendamment s'il faut trancher, parce qu'on a souvent des candidats de très grande qualité. Ça vous explique un peu comment on les choisit. On pourra toujours répondre à vos questions tantôt. Et je vais me faire le plaisir de vous dire qui, cette année, va être reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Je vais y aller dans l'ordre où ils vont être présentés le soir du gala. Et je vais vous dire aussi le pourquoi, le libellé, la petite note particulière qui fait qu'il est choisi. Ça vous permettra en même temps de voir la discipline et le pourquoi. Alors, à titre posthume, Stanislas Dars, qui était enseignant et mentor en art visuel, dévoué à l'essor du théâtre et de l'art lyrique. Hélène Penneau, auteure, journaliste, dramaturge, ardente défendresse des arts, des femmes et de l'environnement. Ils seront reçus membres de l'Ordre du Bleuet à titre posthume le 7 juin 2014. Il y a la catégorie des régionaux. Régionaux, donc, ce sont ceux qui œuvrent encore dans la région, qui ont œuvré dans la région. Gervais Arcan, comédien, membre du Micmac, fervent contributeur à la promotion du théâtre en région. Giuseppe Benedetto, souffleur de verre, sculpteur et fondateur de l'Économusée Tout Vert à Ville-de-la-Baie. Rosselle Aurore Bouchard, historienne, écrivaine, humaniste avérée, ardente défendresse de la mémoire de sa terre et de son peuple. Danielle Dubé, écrivaine, enseignante, femme engagée, grande défendresse de nos écrivains. Madeleine Gauthier, comédienne, metteur en scène, grande contributrice aux arts de la scène. Jacques Girard, écrivain, journaliste, enseignant, passeur de mots par excellence. Et dans la diaspora de nos artistes qui travaillent à l'extérieur et qui nous font honneur, Michel-Marc Bouchard, dramaturge de réputation internationale, homme de chœur et de théâtre exceptionnel. Et Michel Dumont, comédien, directeur artistique, pour une carrière exceptionnelle. Je dois aussi vous préciser qu'il y a un critère qui rend parfois difficile pour certaines personnes qui pourraient être nommées et qui ne le sont pas cette année-là ou pas tout de suite parce qu'on exige que la personne soit présente lors du gala. Elle ne peut pas se faire représenter, c'est une condition. Bien sûr, s'il y a un événement un cas de force majeure, on va le comprendre, mais donc toutes ces personnes ont confirmé leur présence le soir du gala. Et c'est cela. Merci beaucoup. Alors, on y va avec la période de questions. À qui le premier mot? Soyez pas gênés. Denis Lapierre.
Ce sera donc la 5e, soit événement gala là, de cet ordre WE. Est-ce qu'au fil des ans, les choix qui ont été faits, les personnes qui se sont retrouvées nommées au sein de l'ordre, il y a eu... quels sont ceux qui ont été le plus contestés? Comment... Est-ce qu'il y en a qui ont été reçus? Est-ce qu'il y en a qui ont été contestés, qui ont été reçus de façon peut-être un peu plus difficile? Il n'y a jamais eu de contestation, ni du public. Ce qui est bien, c'est de constater quand le soir du gala, ce n'est pas un gala dans la tradition comme on voit à la télévision. Nous, notre gala consiste à faire connaître la personne. On fait un diaporama qui est basé sur un texte qui est écrit, qui est une espèce de résumé de la carrière de la personne, de pourquoi elle a été choisie. Ça dure à peu près 5-6 minutes et il est accompagné de photos d'archives, donc on peut voir défiler. Et les commentaires que l'on a eus année après année, pour chaque gala, ça a été de dire on croyait les connaître, mais on ne les connaît pas. Et l'autre chose que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de non. Quand une personne a été contactée pour lui dire qu'elle était dans les finalistes, il n'y a encore personne qui a refusé d'être reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Et je peux rajouter que les personnes reçues membres de l'Ordre sont fiers de l'être. On nous le signale, on reçoit beaucoup de messages d'appréciation et comme Christiane le mentionne, il n'y a jamais eu de contestation. Il y a toujours un enthousiasme aussi qui caractérise les lauréats qui sont choisis. Ils acceptent tous, il n'y a jamais personne qui a refusé, là, tu sais. Ce qui aurait pu arriver, parce qu'il y a des contestataires dans tous les milieux. Mais dans notre cas, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça va très bien. Bon an, mal an, il y a combien de candidatures environ? Entre 37 et 47 dossiers qui sont analysés chaque année. À ce jour, vous voyez, il y a 47 membres reçus de l'Ordre, auxquels s'ajouteront ces 10 personnes qu'on vient de nommer, ce qui fera que notre société comportera 57 membres à compter du 7 juin prochain. C'est une sorte de panthéon, en fait. Est-ce que vous avez pensé peut-être justement éventuellement à élargir plus loin que la culture? Vous voulez vraiment vous concentrer sur la culture qui est souvent la mal aimée, finalement? Le but est vraiment de se concentrer sur la culture, et la culture artistique, je suis précise souvent, parce que c'est peut-être le secteur qui n'a pas son panthéon. Il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus dans le domaine des sports, il y a beaucoup d'hommages qui sont rendus dans certains autres domaines, dans les corporations, quelles qu'elles soient. Mais dans les arts, oui, ils peuvent l'être parfois à travers des prix qui sont généraux, mais avoir vraiment leur ordre à eux. D'ailleurs, c'est unique au Canada d'avoir un ordre consacré uniquement, régional, consacré uniquement aux artistes et aux gens qui contribuent à la culture. Et est-ce que, justement, en voyant que ça se faisait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des gens ailleurs qui vous empochaient pour savoir comment vous avez mis ça sur pied? Est-ce que ça risque de faire des petits, justement, dans d'autres régions? On a été approché à quelques reprises, mais c'est pas aller plus loin. Christian a raison de dire que, tu sais, au-delà de l'Ordre du Québec ou de l'Ordre du Canada, qui sont des ordres qui rendent hommage à des personnalités de tous azimuts, la Société de l'Ordre du Bleuet est unique au Canada. C'est le seul ordre régional et le seul ordre régional dédié à la culture et à ses artisans. Alors, on a, oui, eu de temps à autre des sons de cloche, des gens qui s'intéressaient de l'extérieur de la région. C'est arrivé au moins à 2-3 reprises, mais c'est pas allé plus loin. Il faut dire que notre région est extrêmement prolifique en matière de créateurs, d'artistes, d'artisans de la culture. Hein. Nous sommes ici une pépinière de talent. Daniel Côté? Oui, bien, je regarde la candidature, la nomination d'Hélène Penneau, par exemple. Il y en a été beaucoup question dans les derniers mois. Il a été question, entre autres, de peut-être nommer soit la Bibliothèque de Jonquière ou une partie de la bibliothèque, de lui donner son nom. Est-ce que le fait de l'avoir reconnu de cette façon-là, avez-vous l'impression, ça vous a sûrement passé par la tête que ça ajoutait de l'eau au moulin un peu? Le nom d'Hélène Penneau était déjà dans notre banque
Donc, son dossier avait déjà été déposé depuis plusieurs années. Mais, bien sûr, il y a toujours le fait aussi, dans le cas des posthumes, il faut aussi que la famille puisse être représentée, être présente. Et il faut dire, quand on regarde les posthumes qui ont été nommés antérieurement, sont quand même des gens de grande qualité. Alors Hélène, parce que un dossier déposé n'est pas jeté l'année suivante. Il revient, il est soumis pendant 5 ans consécutifs. Après 5 ans, on se dit, si la personne n'a pas été choisie, il y a peut-être une raison. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas méritante, mais peut-être qu'il manque peut-être un petit côté d'exception ou que les autres sont trop forts. Et ben, non, on pourrait le penser, mais nous, nos dossiers sont terminés au mois de septembre. Et tout ce qui a suivi sur Hélène Penneau a été après, qu'elle était déjà choisie. Puis nous, parfois, on se dit, si on pouvait dire qu'elle va être des nôtres, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et non. Et l'année dernière, on a eu le même phénomène avec Guylaine Rivard. Elle avait reçu le prix du Conseil des arts de Saguenay. Mais elle avait déjà été retenue, elle était déjà choisie future membre de l'Ordre du Bleuet. Ça n'a pas eu d'incidence, mais c'était une coïncidence. Et je crois que ça prouve que nos choix sont bons. Si on pense, par exemple, cette année à Michel-Marc Bouchard, c'est vraiment son année. Il est honoré partout. C'est vraiment son heure de gloire. Or, Michel-Marc, c'est depuis septembre, depuis enfin octobre, que les jurys avaient déjà choisi Michel-Marc et qu'on avait la certitude qu'il pourrait être présent. Parce qu'on a eu un Jean-François Lapointe, ça a pris 3 ans à l'avoir. Il était nommé dès le début, mais il n'était jamais disponible pour être là à notre gala. Puis on a déjà d'autres personnes comme ça dans la diaspora, qu'on en a déjà même pour 2017. Pas disponible avant 2017. Elles ne sont pas encore nommées, elles n'ont pas passé par le jury. Mais nous, on prend nos précautions quand même pour savoir si, quand c'est des grandes célébrités, célébrité c'est toujours grand en fait, quand ce sont des célébrités, qu'elles puissent être disponibles, parce que c'est très important. Fait que ça prouve aussi que notre gala, il est là pour durer. On sera encore là dans quelques années. Mais c'est beaucoup de travail, tout ça, là. Je veux dire, mais vous faites tout ça bénévolement? Tout à fait. Comment l'ordre est financé? L'ordre est dirigé par un conseil d'administration de 8 personnes, composé à part égale de gens du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Alors, il y a 4 membres qui sont du Saguenay et 4 du Lac-Saint-Jean. 2 Robertval, Métabetchouan et Berville-Station. Ces personnes-là œuvrent bénévolement. On ne rembourse même pas les frais de dépenses, là, les frais de voyage pour les réunions. Là. Alors, c'est vraiment à caractère bénévole que ces personnes œuvrent au sein de l'ordre. Une autre question, c'était? Vous êtes financé comment? Le financement. Le financement, écoutez, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. Puis vous avez été au ministère de la Culture. Oui, mais c'est... pas de budget. Le ministère de la Culture, comme les autres. Non, écoutez, nous avons d'abord l'appui de toutes les municipalités importantes de la région, appui financier. Nous avons un appui financier également de la table des préfets. C'est nouveau cette année. Alors, il y a peut-être un 10 000 là, qui provient des municipalités MRC. On fait de la sollicitation, bien sûr. Il y a des commandites, présidence d'honneur et la députation. Je crois que la députation fédérale, les programmes sont fermés. Là. Mais, alors voilà, on se finance comme ça. Une des principales tâches du conseil d'administration, parce que vous voyez que toute la partie contenu, on est indépendant. Nous, on n'a fait que valider puis permettre le gala. Là. On organise le gala, on cherche le financement, on trouve le financement et on fait fonctionner, en se réunissant quelques fois par année, l'organisation. Donc, c'est Christiane et son équipe qui ont la grosse tâche, finalement. On travaille beaucoup de part et d'autre. Vous parlez de bénévolat. Oui, les comités, le conseil d'administration et les membres du comité des candidatures, le travail est bénévole. Par contre, on engage des gens de la région pour, par exemple, les textes sont lus par des comédiens, des lecteurs qui sont rémunérés, qui ont un cachet. On engage un directeur artistique pour faire la direction, pour la mise en lecture, parce que c'est très important. Le studio, jusqu'à présent, c'est la Société Radio-Canada qui nous accueille, qui nous prête son studio et son technicien, et parce que ça représente énormément aussi. On engage des photographes, on engage un cinéaste pour capter le gala, pour le garder.
Et on engage, on rémunère en partie, enfin il y a beaucoup de travail bénévole, mais aussi qui est rémunéré avec des gens de la région pour le site web, parce qu'il faut comprendre qu'en plus, le gala, il est particulier du fait qu'on présente les artistes, on leur donne leur moment de gloire, mais je crois que c'est très important de souligner aussi que nous, ce que l'on veut, c'est préserver la mémoire de ces gens-là. On ne veut pas simplement faire une belle soirée, ils regarderont plus tard les photos. Non, on laisse des traces. Et on est à l'ère d'Internet, donc on crée une page blog, un site web pour chaque lauréat. Là, actuellement, ça nous fait 47 sites à gérer. Et donc, il y a une partie qui est gérée, qui est mise à jour bénévolement. Mais la création, ben là, on rémunère les personnes qui contribuent à le faire. Et on a vu avec le décès de Mme Florence Forcodo, l'impact que ça a eu parce que la référence, elle se trouvait sur le site de l'Ordre du Bleuet. C'était la seule biographie, en fait, qu'on pouvait trouver de Mme Munger Forcodo. Je me souviens, le matin de son décès, on cherchait justement des pistes et puis tout ce qu'on pouvait trouver, c'était sur le site de l'Ordre du Bleuet. Donc, c'est certain, en tout cas, dans ce cas-là, ça a été un apport c'est le seul membre décédé de l'Ordre, d'ailleurs. Je vais juste rajouter, parce qu'il y avait des gens qui avaient une question, je voulais juste rajouter que les bronzes qu'on remet à chacun des lauréats, ce sont des bronzes coulés à Inverness. Ça coûte quelques centaines de dollars chacun. On paie aussi les musiciens lors de la soirée, alors, des musiciens d'ici. Cette année, ce sont les porteurs de musique, encore une fois. Alors, on travaille, bien sûr, on paie des gens, mais ceux qui dirigent le font bénévolement. Parfait. Monsieur Côté, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose tantôt? Ça va? Monsieur Laflamme. Monsieur le Président, je trouve ça extraordinaire, votre présentation ce matin. Moi, je ne connaissais pas l'ordre des Bleuets, je n'entendais parler souvent. Malheureusement, je trouve que... Puis comment vous faites pour alimenter votre banque de candidatures? C'est les gens qui suggèrent les nominations? Comment ça fonctionne? Moi, si je veux dire, j'ai une idée, je l'envoie à qui? Christiane parlait de notre site Internet, qui est www.ordredubleuet.com. Toutes les informations s'y trouvent, y compris celles permettant à n'importe qui de soumettre des candidatures selon des paramètres relativement simples. Alors, on reçoit des candidatures régulièrement selon ce processus-là, grâce au formulaire de présentation, mais aussi le comité de candidature peut suggérer des noms. C'est de cette façon-là. Hein? Alors, des noms, il y en a beaucoup. On a encore, pour des années, à reconnaître des personnes émérites dans ce domaine-là. Ben, pour ajouter, je pourrais dire, je tiens quand même une liste. Enfin, chaque fois qu'on a une personne qu'on constate, dont on parle ou qu'on découvre, il y a toutes celles que je connais parce que j'ai quand même 38 ans de carrière dans le domaine des arts comme journaliste. Donc, j'avais quand même des noms à l'esprit. Je me suis fait une espèce de répertoire et ça compte plus de 120 noms actuellement de personnes qui n'ont pas encore été nommées, mais qui pourraient l'être. Il y a une chose que les membres du comité font aussi, c'est parfois quand on rencontre des gens et qui nous disent, on leur dit, ben, vous avez telle et telle personne, ça ne vous vient pas à l'idée de déposer sa candidature. Fait qu'on essaie de pousser des gens à le faire, mais il faut y aller prudemment aussi, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit nous qui mettions en avant les personnes et que finalement ça devienne nos choix. L'idéal pour nous, c'est quand les candidatures viennent de l'extérieur, donc de tierces personnes, et qu'elles déposent. Puis c'est un dossier très simple, parce que une fois que la candidature est déposée, tout le travail de recherche, c'est nous qui le faisons pour étoffer le dossier. On demande à peu près 300 mots pour nous convaincre que la personne mérite qu'on s'y attarde, et le reste du travail, c'est nos recherchistes, c'est nous qui le faisons. Monsieur Tremblay? Le micro, Monsieur Tremblay. Question de curiosité d'abord.
donner une adresse, 1289 à Delors-Clos, ici, ça veut dire que c'est votre siège social, ça? Est-ce que c'est la... c'est la résidence de... Bien, ça coûte moins cher qu'une boîte postale. C'est la résidence du président, ça? Oui. Ah! Non, parce que j'ai demeuré sur cette rue-là pendant une dizaine d'années. Mais là, c'est une question de curiosité. La vraie question, c'est qui sera votre président d'honneur? Parce que l'année dernière, vous en aviez eu un formidable. Pourtant, c'est un personnage très bien connu, le grand patron de béton préfabriqué d'Allemagne. Il avait fait une présentation tout à fait exceptionnelle. Alors, je me demande, puis quand je l'entendais, je me demande pourquoi est-ce qu'on va chercher des grandes vedettes un peu à l'extérieur, à la télévision. Comme on en a un ce matin, par exemple, M. Taillefer, qui est sans doute excellent, mais qui paraît à la télévision, il a cet avantage-là. Mais des Taillefer, on en a beaucoup, mais ils sont ignorés. Il devrait y avoir un élargissement pour honorer aussi ces gens-là de très grande qualité. Alors, qui aurez-vous comme président d'honneur cette année? On essaie d'aller dans ce sens-là, mais c'est pas toujours facile, parce que il y a beaucoup de personnes d'importance dans le milieu des affaires, par exemple, qui soutiennent les arts et qui acceptent d'assumer des présidences d'honneur de différentes activités. Ce que je peux vous dire à propos de la présidence d'honneur de cette année, il y aura une tournée de presse le 20 ou le 21 mai, là, et c'est à ce moment-là qu'on annoncera qui sera le président d'honneur du 5e gala. Tout n'est pas encore attaché, c'est pour ça qu'on aurait aimé ça vous le dire ce matin, là. Mais c'est une question de jour. Mais celui de l'an dernier était formidable. Ce Bouchard, oui, tout à fait. André, oui. Prochaine question, Pierre-Paul Biron. Oui, moi je me demandais, est-ce que c'est difficile de susciter l'intérêt des gens qui sont à l'extérieur des milieux de la culture? On l'a dit, la culture est souvent, malheureusement, la mal aimée. Est-ce que c'est difficile d'aller piquer la curiosité du public, d'aller faire connaître l'Ordre du Bleuet au sein du public et du citoyen? Bien, vous savez, un des moyens qu'on a trouvé, c'est de permettre, de faciliter plutôt aux candidats la possibilité d'inviter des gens de différents milieux, des gens qui le connaissent. Et j'ai été impressionné de voir les listes qui m'ont été soumises cette année par les candidats. C'est des listes de 25, 30, 40 personnes que nous, on invite en leur nom. Et on a rempli comme ça la salle, on a rempli. On a fait près de 300 personnes l'an dernier à Alma, et cette année, on s'attend à une assistance importante. Ce ne sont pas nécessairement des gens du milieu de la culture. Oui, bien sûr, il y en a, parce que les amis de l'un sont les amis de l'autre, là. Mais il y a des gens de différents milieux qui assistent aussi au gala, donc qui s'intéressent à la culture. Et le gala lui-même est une activité donc annuelle, mais on cherche à trouver un autre moyen pour rendre plus visible encore la société, peut-être au courant de l'automne. Cette année, par exemple, nous avons une activité bénéfice la semaine qui suit le gala. Je vais faire distribuer des cartons d'invitation, là. L'activité bénéfice, c'est 44 tableaux des plus impressionnants d'aurore boréale captés dans le nord québécois, qui marque les 70 ans de création et le 10e et dernier projet thématique de la carrière de Jérémy Jaïs, qui, comme vous le savez, a fondé l'Ordre du Bleuet. Alors, cette activité a lieu à l'Hôtel Delta le 13 juin, 14 juin, 15 juin. C'est une activité bénéfice. Incidemment, vous avez ici une toile. Laquelle toile de Jérémy, ce sont des aurores boréales, sera offerte en prix de présence lors du gala. Une personne, le tirage se fera selon les numéros de siège. Alors, une personne qui occupera le siège X remportera cette toile d'une valeur de 3 000 $. Donc, je vous signale que c'est une activité bénéfice qui amène d'autres types de clientèle, des amateurs d'art. Mais c'est pas toujours facile, effectivement, d'aller chercher des gens du milieu. Surtout, vous savez, je me rappelle l'ancienne présidente de la Chambre de commerce de Montréal qui faisait beaucoup pour les arts. Je ne me souviens pas de son nom, malheureusement. Isabelle. En tout cas, c'est Isabelle, hein? Isabelle. Et vous voyez ce matin, M. Taillefer, un des dragons qui parle justement, au moment où on se parle, nous ici, là, qui parle
des arts et des affaires, puis de son goût pour les arts, puis etc. Alors, ce qui est important, c'est d'essayer d'amener le monde, d'associer le monde des arts au monde des affaires. Il y a eu des expériences qui ont été réalisées au Québec, ou à Chicoutimi même, il y a quelques années, avec les vitrines d'art sur leurs racines, etc. Ce qui est important, c'est effectivement de sensibiliser le plus de monde possible à la culture, parce que les arts et la culture sont un des éléments principaux de l'activité économique au Québec, au Canada, dans notre région et partout. Hein? Ici, au Saguenay, il y a 1600 personnes qui travaillent dans le milieu des arts et de la culture. C'est du monde. Et si vous regardez toutes les statistiques des différents secteurs d'activité, les musées, les bibliothèques, la seule région au Québec où 100% de la population a accès à une bibliothèque publique, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, à Montréal puis Laval, c'est différent, là. Mais comme région, là, nous sommes la seule où 100% de la population a accès à une bibliothèque. Alors, la culture, les gens sont sensibilisés à la culture. Les bibliothèques sont très fréquentées également. Ils ne sont pas juste là, physiquement. Elles sont très fréquentées. Par rapport à l'ensemble du Québec, elles sont plus fréquentées au Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'ailleurs. Alors, il y a des gens, plus qu'on pense, qui se préoccupent et qui s'occupent de la culture. Juste une petite une information additionnelle. Les billets sont déjà en vente pour le gala, parce que ce n'est pas... On invite les gens et les amis que nous conseillent les lauréats, mais ce n'est quand même pas privé, c'est public, c'est ouvert à tous, et les gens peuvent s'acheter des billets en communiquant avec le théâtre La Rubrique. Les informations sont aussi sur notre blog, Blogspot, Ordre du Bleuet, blogspot.ca. Et il y a quand même des communiqués qui ont circulé aussi. Le coût du billet est de 20 $. Et le billet, c'est une façon pour nous d'aller chercher aussi des fonds. Mais le billet donne l'occasion également de participer à une petite réception qui suit le gala. Donc, il y a un vin de l'amitié qui est servi. C'est inclus dans le prix du billet. Et cette année, on inaugure avec un prix de présence d'une valeur de 3 000 $ pour le même billet. Alors, c'est à la fois un geste qui nous soutient quand les gens achètent, et puis en même temps, c'est parce qu'il y a déjà eu confusion où les gens pensaient que c'était privé. Non, c'est public, et nous, ce qu'on espère pour nos lauréats, c'est que la salle fasse salle comble. Parce que je vais faire un peu du pouce sur la question de M. Biron. Il y a souvent des gens encore qui se demandent, mais c'est quoi donc l'Ordre du Bleuet? Tu sais, qu'est-ce qu'ils font exactement? Votre vision à long terme pour la Société de l'Ordre du Bleuet, c'est quoi? C'est que ça devienne vraiment un pilier de la mémoire de la région, que les gens identifient. Vous voyez comment le développement, finalement, de la Société dans les prochaines années? Tu continueras. Ce qui est important, au fond, là, c'est qu'on veut que les gens se rappellent des membres de l'Ordre. C'est pour ça qu'ont été créés l'Ordre, c'est pour ça que sont créés les différents sites Internet. Et au bout de la course, là, si on fait, par exemple, si on se donne un peu de prospective, on se dit, où serons-nous dans 5 ans ou dans 10 ans? On aura 125 membres, 150 membres, on ne le sait pas. On essaie de limiter à 10 par année. Il y a eu, par le passé, des ajustements, là. On essaie de limiter à 10 par année, mais au bout de la course, là, vous avez une banque de données extraordinaire sur les gens qui se sont vus honorés et qui ont marqué surtout la région. Alors, moi, je mise beaucoup sur l'avenir. L'Ordre a été créé en 2007, il faut s'en rappeler, tranquillement, avec 2-3 personnes. Puis avec le temps, il y a eu la première membre de l'Ordre qui a été Christiane en 2009. Et ensuite, le premier gala l'année suivante. 10, 11, 12, 13, 14, le 5e. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir éventuellement, comme un panthéon, un endroit physique où ces gens-là seraient honorés, où justement on pourrait lire sur leur histoire, où il y aurait des objets, souvenirs à leur mémoire? Est-ce que... On rêve, là. On jase.
Pour l'instant, au niveau du contenu, c'est surtout sur Internet. On se fie sur Internet. Par exemple, Pierrette Gaudreault. On a une salle qui s'appelle Salle Pierrette Gaudreault. Je serais curieuse de voir combien de personnes savent pourquoi il existe une salle qui porte le nom de Pierrette Gaudreault. Quand moi j'ai fait mes recherches pour sa biographie, bien sûr, je la connaissais de longue date. Allez voir sur Google, puis il n'y avait rien. C'était Salle Pierrette, tel spectacle, ainsi de suite. Il n'y avait rien sur elle. Même chose sur Yvon Gaudreault, qui a fondé, qui est à l'origine quand même du Conservatoire de musique. Il n'est pas le seul, mais il en est un des piliers. L'abbé Raymond Tremblay, à qui on doit le centre musical de Métabetchouane, de Lac-Saint-Jean. Il n'y avait rien. Donc, on a déjà au moins créé un espace où il y a un contenu d'information sur ces gens-là. Donc, sur actuellement 47 personnes, puis on essaie de le maintenir à jour et d'en rajouter. Oui, on aurait déjà voulu avoir un espace. Je sais que notre président fondateur, Jérémy Giles, avait souhaité avoir un immense trophée qui aurait été déposé soit dans une des bibliothèques de la région, une au Lac-Saint-Jean et une au Saguenay, parce qu'on a une dimension régionale et on y tient. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un gala en alternance entre Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Et il voulait, mais ça, c'est des sous. Et tout est là. En fait, moi, mon rêve, pour répondre à ta question, c'est que l'Ordre du Bleuet se fasse adopter par un groupe de parrains, marraines qui nous soutiendraient, qui nous permettraient, oui, d'aller plus loin dans ce que l'on fait. Mais déjà, au moins, on a une assise. Si on peut faire plus, on est ouvert à toutes les suggestions et à toutes les collaborations et à tous les soutiens. Mais effectivement, c'est une question de sous. On avait, par exemple, essayé de trouver d'autres moyens de mettre en évidence les membres de l'Ordre. Il y a le projet dont Christiane Faeta, que Jérémy a mis sur pied, de deux bornes, deux trophées, deux coupes Stanley de la culture, là. On a pensé faire une publication pour le 5e gala sur tous les textes qui ont été rédigés à ce jour sur chacun des lauréats. Il n'y a aucune idée qui est mise de côté pour le moment, mais effectivement, c'est une question de financement. Si on a l'opportunité de trouver le financement pour mettre au point d'autres moyens de mettre en évidence les membres de l'Ordre, on le fera. Il y a des projets, on vous parle de 2 projets, il y en a d'autres. On parle d'une activité avec les membres de l'Ordre à l'automne, à chaque automne. Enfin, il y a toutes sortes d'idées On a même une rencontre, là, après le gala, au début de l'automne, pour voir, là, parler de l'avenir du gala. On ne le remet pas en question, là. Puis on ne changera rien dans les orientations fondamentales. Nous en allons dans le même chemin, mais on veut apporter peut-être quelques bifurcations ou quelques éléments supplémentaires en cours de route. Oui, M. Laflamme. À titre de vice-président de la Société historique du Saguenay, nous avons l'Ordre des 21. Actuellement, on s'interroge sur notre vocation, sur le rôle qu'elle joue là. En fait, on le reconnaît également, mais pas dans le même genre que vous autres. Mais je pense qu'il y aurait peut-être eu lieu, à un moment donné, de regarder des possibilités, soit de fusionner l'Ordre des 21 avec vous autres, quelque chose de même, tu sais. Parce qu'en fait, on a quand même une société historique et une histoire, on a une revue, on a un magazine, tu sais. Alors, je ne sais pas, je lance l'idée actuellement, là, sans faire de mariage immédiatement, on va se faire canter un peu avant, là, puis on va regarder les possibilités. Puis je trouve qu'il y aurait peut-être lieu, parce que je trouve que l'Ordre des 21, actuellement, là... Bien, il y a une activité lors des 21. Oh, je sais, bien, une activité par année, mais les autres aussi, d'ailleurs. Mais je veux dire, il y aurait peut-être lieu, nous autres, de fusionner avec vous autres, peut-être que... Nous sommes prêts à regarder toutes les possibilités, mais vous savez, la Société d'histoire, la Société historique du Saguenay en est une, il y a la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui travaille fort, il y en a un peu partout des sociétés d'histoire qui font un excellent travail, soit dit en passant. Je te parle de l'Ordre des 21. Mais là, tu parles de l'Ordre des 21 qui est soutenu à tous égards par la Société historique du Saguenay. Et il va de soi que les sociétés historiques ou les sociétés d'histoire à travers la région
sont pour nous des partenaires éventuels ou des partenaires actuels en regard des recherches qu'on peut faire sur des lauréats, parce que nous, on a des gens qui émanent du monde, du patrimoine, de l'histoire dans nos membres de l'Ordre. Mais on a aussi du théâtre, on a de la diffusion, on a de la danse, on a tous les secteurs d'activité. Mais il n'y a rien qui empêche d'examiner toute avenue qui pourrait améliorer la reconnaissance des gens qui ont marqué la région au plan de la culture. Monsieur Côté? Juste prendre le micro, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais déborder un petit peu tantôt on a parlé un petit peu du foisonnement culturel qui existe dans la région. En même temps, l'Ordre, l'avantage, c'est qu'il recoupe plusieurs époques différentes, des gens qui ont travaillé à des moments là, qui remontent à loin des fois. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez, vu qu'on a affaire à des gens qui ont une certaine expérience du milieu culturel, parce qu'on sent une sorte de morosité présentement. On le voit, en théâtre, il y a moins de monde, même des spectacles populaires, des fois, là, qui attirent pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Bon, il va y avoir un James Blunt qui va remplir, mais c'est l'exception là, cette année. Puis on le voit dans plusieurs domaines, puis les artistes aussi, on sent qu'il y a comme un malaise. Bon, moi, j'ai pas beaucoup connu l'époque du début des années 80, mais j'en ai entendu parler, puis j'ai l'impression que ça me fait penser à ça. Mais je dois savoir, des gens qui étaient plus actifs à ce moment-là, vous avez l'impression qu'il y a comme des cycles de cette façon-là, comme là, on serait d'un creux, là, peut-être, au niveau c'est une espèce de morosité. Moi, je ne suis pas très objectif parce que j'ai pris ma retraite du ministère de la Culture il y a 5 ans. J'ai un peu perdu le fil de certains dossiers, certains éléments. Moi, personnellement, en tout cas, je pense qu'il y a encore une activité importante, tu sais, qui, peut-être, oui, c'est cyclique, mais les cycles ne sont pas si bas, ni bas ni haut, là, ils sont relativement stables, à mon avis. Même s'il y a des difficultés dans certains secteurs d'activité, on constate que dans plusieurs secteurs d'activité culturelle, il y a encore beaucoup d'actions qui se passent. Mais ça va peut-être un peu avec l'économie aussi. Oui, bien, tu sais, on ne parlera pas des médias sociaux et de la télé, là, parce que tout le monde se sert de ce prétexte-là, ce qui est vrai. On parlait tantôt entre quelques personnes ici de la lecture. T'sais. On parle de la lecture, moi j'aime mieux lire un vrai livre, mais j'ai aussi de la lecture sur mon iPad. Hein? Alors, il y a de la compétition dans tous les milieux. Il y a une chose, oui, il y a peut-être une morosité parce que on voit que les budgets, on a souvent parlé qu'il faudrait consacrer 1% du budget global d'une province ou d'un pays consacré aux arts, et on n'a jamais atteint ce pourcentage-là. Il y a toujours des coupes qui se font. Il y a aussi ce qui se reflète, c'est-à-dire que ce qui existe aux yeux des gens, c'est ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient dans les médias. Si les médias ne parlent pas de vous, vous n'existez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas. Il y a une vie culturelle souterraine, très riche, très active, très dynamique, qui n'est pas reflétée à leur juste valeur dans les médias. Et là, je ne mets pas en cause les journalistes. Moi, je sais très bien, pour en avoir été une, à quel point on travaille fort, mais les politiques, les médias sont devenus des produits de consommation qui doivent plaire à un large public. Et le contenu est en fonction de ce qui se vend le mieux. Alors, si c'est les choses les plus populaires dont on parle, on va peut-être ignorer les choses qui paraissent moins vendantes, mais qui n'en existent pas moins pour autant. J'ai été dernièrement à un spectacle de la Traviata, c'est de la musique classique. J'y étais accompagnée de ma petite fille de 6 ans et la salle était pleine. J'ai eu de la difficulté à avoir des billets. Je les ai eus grâce à une amie qui m'a fait cadeau des siens. Oui, on en a parlé parce qu'on a de bons journalistes dans la région au niveau culturel, mais il y a tellement d'autres choses que je crois même qu'un seul média ne peut pas couvrir toutes les activités qui se font au niveau artistique dans la région. S'il doit faire les expositions, la danse, le théâtre, le cinéma, il est impossible humainement de tout couvrir. Donc, ce que l'on voit, ce que les gens voient, n'est pas tout ce qui est.
Alors, ils se font peut-être une idée. Je pense simplement à l'émergence du cinéma ici. Je me souviens qu'avant, c'était les arts visuels étaient très populaires. La littérature est très forte aussi dans la région. Mais le cinéma, ça a commencé tout doucement. Et regardez maintenant quel bassin on est de talent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce, les choses se sont développées. Et bien sûr, les succès que remportent des gens comme Sébastien Pilote et d'autres font qu'on en parle de plus en plus. Et plus on en parle, plus on en consomme. Au niveau théâtre, on a combien de troupes ici? On serait mal placé. Je ne sais pas si vous pouvez toutes me les énumérer, mais on en a au moins une dizaine de troupes. Regardez le Micmac présentement, qui a un succès, qui rebondit à l'extérieur de la région, et ça nous fait plaisir d'accueillir Gervais Arcan, qui en est un du Micmac, Michel-Marc Bouchard, qui a aidé au début du Micmac. On a Régent Gauthier, qui a été nommé membre l'année dernière, enfin il y a 2 ans plutôt, et qui est maintenant membre de notre conseil d'administration. Alors, oui, il y a une morosité par rapport aux instances politiques, parce qu'on ne les sent pas présents et on ne les sent pas préoccupés, et il y a avec raison une grogne contre eux. Mais par contre, nos artistes travaillent, ils sont sous-payés, mais ils sont très présents, ils sont très dynamiques. Alors, oui, il y a une morosité pour un côté, et puis, moi, je peux vous dire, je suis peut-être une optimiste qui ne renoncera jamais, mais quand on travaille avec mon comité pour faire la recherche, pour parler de tous ces gens qui travaillent, il y a tellement d'informations qu'on est revitalisé. Pour moi, c'est le printemps toute l'année, tellement il y a du sang neuf, puis ça fleurit de partout. Alors, oui, il y a une morosité qui est légitime, mais ce n'est pas parce qu'on manque de talent ni d'artistes. On manque peut-être de public, mais le public n'a pas toute l'information qu'il devrait avoir. Monsieur Tremblay. Quelle est la perception des grandes vedettes de l'ordre, c'est-à-dire les élus de la diaspora, ceux-là qui rayonnent comme Michel-Marc Bouchard, et c'est aujourd'hui, par exemple, Michel Dumont. Est-ce qu'ils accueillent leur nomination comme un grand moment de leur carrière? Avec beaucoup d'enthousiasme. Et je peux vous dire, Michel Dumont, ça fait 5 ans que je cours après lui. Et c'était simplement parce que ses horaires, sa disponibilité ne lui permettait pas d'être là. Et chaque année, il était resoumis à notre jury. Et chaque année, notre jury le remettait comme finaliste, avec raison d'ailleurs. Tous, et c'est ils sont très connus, ils sont populaires, ils se produisent comme sur les grandes scènes du monde. Ils ont plein d'articles de journaux, ils sont honorés partout. Et quand moi je leur téléphone, il y a un moment d'émotion, toujours au bout du fil, ils sont là et il y a un silence et ils disent « mais c'est chez nous, je vais être reconnu chez nous ». Et ça les touche, vraiment. Et on leur demande beaucoup parce qu'il y en a un qui m'a fait remarquer que pour recevoir un honneur, ils n'avaient jamais autant travaillé. Parce qu'ils sont obligés eux-mêmes de fouiller dans leurs archives pour nous alimenter en photographie, pour faire le diaporama. Et c'est vrai qu'on leur demande, ils reçoivent un prix, mais il faut qu'ils collaborent. Mais ils sont prêts à le faire et ils le font vraiment avec enthousiasme et avec bonheur. Puis quand ils arrivent, on les reçoit un petit peu avant le gala, on passe 1 heure avec eux et je peux vous dire que leur témoignage est toujours unanime à dire on n'en revient pas. Et regardez, ils prennent le temps là, de venir avec leur famille, bien souvent, de louer une chambre, de séjourner pour recevoir cet hommage-là. Parce que pour eux, ça représente beaucoup. Jean-Philippe Tremblay, le chef d'orchestre, nous a déjà dit que son trophée, il le met à la vue de tous. C'est très important pour eux. Alors, on a vraiment un retour où ils sont contents. Et parfois, on se dit, est-ce que ça va avoir un impact dans votre carrière? Et des fois, on lit des articles de journaux et ils mentionnent qu'ils ont été reçus membres de l'Ordre du Bleuet. Donc, je présume qu'ils y accordent de l'importance. Prochaine question. Je vais y aller moi-même. Je vais poursuivre sur la lancée tout à l'heure sur la culture. Donc, vous dites que cette morosité-là, la question du financement, veut pas, revient toujours quand on parle de culture. Et
Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais bon, on dit toujours que c'est les gouvernements qui financent pas assez la culture. Pourquoi la culture n'est pas capable de se financer elle-même? Pourquoi les compagnies de pétrole ne se financent pas elles-mêmes? Elles reçoivent des milliards en subventions. Pourquoi l'industrie automobile a reçu je ne sais plus combien en 2008 pour se relever et combien les banques reçoivent-elles? Je ne sais pas, là, qui sont les subventionnés les plus, qui reçoivent le plus de nos gouvernements. Le domaine des arts n'est pas subventionné dans le sens où ce ne sont pas des mendiants. L'industrie de la culture est plus rentable que l'industrie du textile. Tout à fait. Pour chaque dollar que le gouvernement va investir dans les arts, il va en avoir 7 ou 10 qui vont rapporter au pays, au PIB. Alors, il serait peut-être temps de comprendre que les arts ne sont subventionnés que dans la mesure où à peu près tout ce qui contribue à l'économie du pays est aussi subventionné. Arrêtons de penser que quand un artiste, un écrivain reçoit une aide à la création, que c'est un don de charité, ou quand une troupe de théâtre reçoit un financement pour l'aide à la production, que c'est de la charité. Cet argent-là, il est réinvesti dans les salaires de travailleurs qui souvent vivent avec 20 000 $ ou 25 000 $ par année, mais qui payent des impôts, puis qui vont chez l'épicier, qui créent une dynamique. Nous avons beaucoup de travailleurs culturels ici, beaucoup d'artistes qui travaillent ici, qui ont choisi de rester dans la région pour faire du théâtre, pour faire des arts visuels, et ils vivent avec leur famille, donc ils contribuent à l'économie de la région. Alors, il faut regarder dans l'ensemble, puis moi, je trouve odieux que l'on oublie tout ce que l'on donne à des milliardaires, à des compagnies qui font des profits, et qu'on soit là en train de chicaner pour de l'argent à des petites entreprises qui finalement contribuent à notre développement, à notre richesse culturelle. Parce que regardez une chose, quand vous faites du tourisme à l'étranger, vous n'allez pas voir la compagnie d'automobile, vous allez voir les musées, vous allez au spectacle. Alors si on élimine les artistes et on ne les soutient plus, bien c'est terminé. Cette richesse culturelle qui attire les touristes, c'est fini. Avec quoi fait-on vivre nos festivals l'été? Ce sont les spectacles. Mais qui produit les spectacles? C'est les artistes. Alors arrêtons de penser que ce sont des gens qui vivent de l'air du temps. Ce sont des travailleurs qui contribuent à l'économie, à l'industrie touristique, et puis à nous élever un petit peu au-dessus d'autre chose que le terre-à-terre. Et la plupart du temps, ce sont des travailleurs autonomes qui œuvrent à des salaires un peu plus bas que ceux qui sont généralement reconnus. Alors, ils apportent beaucoup, les créateurs, les artistes, et le gouvernement a une responsabilité. Les gouvernements ont une responsabilité autant à l'égard des créateurs que des pétrolières, c'est évident. Alors, l'autre élément, c'est le mécénat. Le mécénat dont on parle beaucoup à travers le monde, à travers le Québec, à travers la région, ici même. Mais le mécénat, vous savez, c'est de plus en plus difficile parce que la conjoncture économique rend les choses un peu plus complexes. Mais le mécénat, c'est une des solutions intéressantes. Mais s'il n'y avait pas les gouvernements, il n'y aurait pas de bibliothèque. Vous savez, c'est un peu comme la police, là. Une bibliothèque, c'est comme la police. C'est pas un service qui est rentable en soi, là. Mais c'est un service fondamental pour les citoyens. Tu sais, la fréquentation, je reviens souvent aux bibliothèques, là, mais la fréquentation des bibliothèques au Saguenay-Lac-Saint-Jean est la plus élevée au Québec. Mais ça paye pas, là. C'est pas rentable en soi comme tel, mais c'est rentable à tous égards, sauf au plan financier. Mais qu'est-ce qui fait donc, selon vous, qu'on perpétue ce mythe dans certains médias, notamment dans certaines branches plus de droite au Québec, qu'on met de l'argent dans le vide, puis qu'on subventionne des gens qui font des barbeaux sur une toile? La pire plaie d'une société, c'est l'ignorance. Et bien souvent, ceux qui dénigrent
Ils dénigrent ce qu'ils ne connaissent pas. Et l'ignorance, souvent, les conséquences, il faudrait peut-être aller voir ce qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles. Peut-être qu'on trouverait une des causes. Par exemple, récemment, on mentionnait que les conservatoires de musique en région sont en train de se vider. Bon, je ne fais pas d'un lien avec le fait qu'on a abandonné les cours de musique dans les classes au primaire. Mais il n'y en a peut-être pas, mais il y en a peut-être. L'intérêt à consommer de la culture, ça s'inculque. Ça n'arrive pas comme ça tout seul. Un enfant qui grandit dans un milieu où on fréquente les musées, ou bien on lui donne le goût de lire, d'écrire, d'entendre, de voir des spectacles, bien, on va faire d'eux des consommateurs d'art comme on réussit à faire des consommateurs de sport. Quand je vois des arénas qui se remplissent de 50 000, 60 000 personnes, je me dis, depuis qu'ils sont tout petits, aux nouvelles, il y a un bloc de 10-15 minutes qui ne parle que de sport. Dans les journaux, il y a plus de pages qui parlent de sport que d'art ou que d'autres choses. Et on prend les enfants, quand ils ont 4 ans, on les conduit à l'aréna, et donc ils développent, et je suis très d'accord avec ça, ils développent un goût pour le sport. Faisons la même chose avec les arts, et on va être étonnés du résultat. Donc, la culture a besoin d'un Pierre Lavoie, finalement. C'est ça. Ça pourrait être intéressant, hein? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Donc, on retient la date du 7 juin pour le gala, 5e gala, 5e cuvée, donc, de lauréats qui seront intronisés, entre guillemets, à l'Ordre du Bleuet. Merci d'avoir été avec nous.